Alors, pour ce 6e numéro de mon magazine Dans la gueule du loup, que j'ai le plaisir de préparer et de vous présenter, le premier de la saison 2 du Média, nous allons aborder la question de la laïcité. Cela ne vous aura pas sans doute échappé, mais les atteintes à la laïcité sont récurrentes et sont aujourd'hui revendiquées jusqu'au plus haut niveau de l'État. Emmanuel Macron se fait consacrer chanoine de Latran par le pape, dénonce, je cite, la radicalisation de la laïcité, ou encore, je cite toujours, l'intolérance avec la croyance religieuse. Au plus haut niveau de l'État, certains soumettent la République au CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, pour le fameux dîner annuel dont Alain Finkielkraut et Simone Veil disaient qu'il était obscène. Et Emmanuel Macron confie à son ami banquier, Ami El-Karaoui, une étude pour l'organisation du culte musulman qui privilégie, selon certains imams modérés, certains islamistes des plus radicaux. À gauche, comme on dit, c'est la perte des repères. On voit ainsi, au nom de la liberté des réunions syndicales, fermées aux blancs, racisés, comme on dit aujourd'hui, sous prétexte qu'entre noirs, arabes ou asiatiques, on se comprendrait mieux. À gauche toujours, on voit, au nom de l'antiracisme, la négation de l'universalisme qui refuse le communautarisme. On voit parfois substituer au conflit employé-employeur, sur la défense des acquis sociaux, des questions aussi simples que celles du salaire ou de l'emploi, l'opposition créée entre religieux et laïcs. On voit encore émerger, comme preuve de libération de la femme, le port du voile, ici, alors qu'en Iran, par exemple, les femmes le quittent au risque de perdre leur vie. Alors, le choix serait-il entre communautarisme et laïcité, entre émancipation collective et individuelle, ou renfermement sur les valeurs étrangères à la République? La laïcité, liberté ou servitude? Eh bien, voyez-vous, ce sont ces questions que nous allons traiter aujourd'hui dans la gueule du loup. Pour entrer dans le sujet, nous avons un certain nombre d'invités, comme à chaque émission, que je vais vous présenter. Côté spécialiste, Jean-Marc Schiappa, président de l'Institut de recherche de l'étude de la libre pensée, auteur, entre autres, de « Je suis Maximilien Robespierre ». Fathia Boujalat, professeure d'histoire, cofondatrice du mouvement Vivre la République et auteur, entre autres, du livre « Le grand détournement, féminisme, tolérance, racisme, culture ». Nous avions invité également, en tant que spécialiste, Rokhaya Diallo, qui malheureusement avait donné son accord, puis il y a une semaine s'est décommandé, étant prise ailleurs. Alors nous avions invité Marwan Mohammad du CCIF, qui lui avait donné son accord et qui ce matin, jour du tournage, m'a fait savoir qu'il était pris en déplacement pour des raisons familiales et personnelles et qu'il ne pourrait donc être présent. Nous déplorons leur absence parce que nous aurions aimé pouvoir discuter avec eux également des sujets que nous allons traiter. Cela étant, contrairement à ce qui peut se passer dans certains pays anglo-saxons, ce ne sont pas en ce qui me concerne des lobbies ou des groupes de pression qui m'autorisent à traiter des sujets ou à ne pas les traiter. Ils ne sont pas là, c'est dommage. Nous allons tout de même aborder les questions que j'aurais aimé aborder en leur présence. Côté politique, ont répondu à notre invitation Abdeslam Itache, maire adjoint du Modem, du Blanc-Ménil, Xavier Lemoine, maire Les Républicains de Montfermeil, et François Coq, adjoint au maire France Insoumise de Champagne-sur-Marne, qui notamment a rédigé La laïcité pour 2017 et au-delà, de l'insoumission à l'émancipation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que nous allons tenter ici, comme nous le faisons à chaque émission, une discussion sans langue de bois, mais respectueuse des arguments et des personnes, permettant d'éclairer les raisons pour lesquelles nous sommes ou nous ne sommes pas d'accord. Pour y aider, comptez sur moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour poser des questions non complaisantes et aux uns et aux autres. Alors, première question, je viens vers vous, Jean-Marc Schiappa. Rapidement, comment vous répondez à la question « Qu'est-ce que la laïcité ?» Quelle définition en donner? Bon, rapidement donc. Tout d'abord, c'est un principe juridique qui a une concrétisation légale. En France, c'est la loi de 1905. Dans d'autres pays, ça prend d'autres formes juridiques ou légales. La loi de 1905. La loi de 1905, elle met au centre un problème qui est la base de toute la loi de 1905 et de la laïcité. C'est la liberté de conscience. La liberté de conscience, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux, bien évidemment, dans les limites de l'ordre public. C'est d'ailleurs précisé dans la loi, s'il fallait le préciser. La liberté de conscience, cela veut dire que cela inclut
la liberté des cultes, la liberté des croyances. Cela inclut, cela ne se réduit pas à la liberté des cultes. Dans le petit documentaire que nous avons vu, M. Fillon, par exemple, assimile la laïcité à la liberté religieuse. Non. Ceux qui ne pratiquent aucun culte, ceux qui changent de culte, ceux qui s'en désintéressent totalement, la question, c'est la liberté de conscience, c'est d'être dans le socle républicain, dans le cadre républicain, la République, la res publica, la chose qui appartient à tout le monde. Alors, quelles sont, de votre point de vue, les dates qui marquent des avancées et des reculs sur le plan de la laïcité? Et quelle relation, d'ailleurs, on peut instaurer entre ces avancées et ces reculs et la vie politique et sociale du pays? Incontestablement, même si le terme n'apparaît pas, le terme laïcité apparaît très tard dans la vie politique française, elle apparaît à la fin du XIXe siècle, mais incontestablement, la première des avancées, la fondation de toute chose, c'est la Révolution française, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article qui indique « Nul ne peut être inquiété, même pour ses opinions religieuses ». Nous sortons de l'Ancien Régime avec ce carcan qui a abouti notamment à l'exécution du chevalier de la Barre, en d'autres problèmes. C'est le point de départ. L'acte qui mentionne, pour la première fois la liberté de conscience, c'est dans un décret de la Commune de Paris du 3 avril, si je ne me trompe pas, 1871, qui mentionne la première des libertés, c'est la liberté de conscience. Point de vue que je partage totalement, la première des libertés, celle qui conditionne toutes les autres, c'est la liberté de conscience. Troisième date, bien évidemment, la date emblématique, la date l'avant et après, c'est la loi du 9 décembre 1905. Et d'un certain point de vue, on peut dire que tous les textes postérieurs au 9 décembre 1905, d'une manière ou d'une autre, sauf quelque chose que je vais mentionner, ont marqué des régressions sur la laïcité. La seule exception sont les décrets de Jean Zay en 1936-1937 interdisant les symboles religieux, pas uniquement religieux d'ailleurs, les symboles politiques au sein des établissements scolaires. Tout le reste a été d'une manière ou d'une autre constitutif de recul de la laïcité. L'exemple le plus fort, c'est dans les premiers actes de la Ve République, la loi Debré finançant sur fonds publics les écoles privées. Alors, Fatiha Boujalat, peut-on, de votre point de vue, parler de la laïcité au même titre que le fameux triptyque liberté, égalité, fraternité, qui est au fronton de la République? Ou bien est-ce que l'inscription de la laïcité dans l'article 1 de la Constitution, c'est devenu une clause de style? On pourrait dire que c'est une clause de style parce que seulement le mot apparaît et le contenu n'est pas du tout constitutionnalisé, ce qui rend ce principe précaire. Liberté, égalité, fraternité, ce sont moins des principes que des valeurs, c'est-à-dire des idéaux moraux. Et la laïcité a deux registres, joue sur deux registres. C'est un principe, c'est-à-dire une norme, la plus haute qui soit, puisqu'elle est constitutionnalisée, mais c'est aussi une valeur. Si c'est une norme, elle s'impose à tout le monde, sans nécessiter l'adhésion. Si c'est une valeur, c'est un idéal moral que je peux partager ou non. Si je suis laïque, je pense que la religion appartient à la sphère privée. Si je respecte la laïcité, c'est différent. Je respecte que ceux qui sont dépositaires d'une mission de service public ou les fonctionnaires soient neutres, politiquement, vous avez bien raison de le dire, et philosophiquement, ainsi qu'au niveau de la religion. Et pour les enfants, ça s'arrête, ça s'éteint à 18 ans. Quelqu'un qui redoublerait en BTS post-bac pourrait obtenir tout à fait d'afficher ses convictions religieuses dans une école publique, dans un lycée. Alors, parmi les opposants à la laïcité, on condamne la laïcité comme étant une nouvelle religion. On l'a entendu d'ailleurs dans nos intervenants, le dernier qui intervenait ne s'est pas caché d'ailleurs d'expliquer que la laïcité c'était quasiment une secte. En général, sont mis en cause la loi de 2004 sur les ports de signes religieux ostensibles à l'école, la loi de 2010 qui interdit la burqa, ou encore la loi de 1905, la neutralité de l'État face aux religions. On évoque par exemple la laïcité ouverte et la laïcité tolérante en lieu et place de la laïcité. Est-ce que ce n'est pas une façon camouflée, en réalité, en ajoutant ces adjectifs, de remettre en cause la laïcité elle-même? Mais bien évidemment, et il y a une étrange confusion. Laïcard, c'est un terme de Charles Maurras, qui est passé de l'extrême droite, bizarrement, maintenant à l'extrême gauche. Il y a quelques années, on fustigeait la laïcité, et maintenant, on essaye d'établir une orthodoxie, une orthopraxie, au nom de la laïcité, en disant que la laïcité, c'est la liberté religieuse. Vous avez parlé de la loi de 2004 sur les signes religieux. On a eu tort de la voter au nom de la laïcité.
On aurait dû la voter au nom de la dignité, de l'égalité femmes-hommes. Ça a été une erreur. La loi de 2010... Vous parlez du voile. Oui, sur les signes... Pas sur le voile. Arrêtons d'être paresseux. Il n'y a pas de maman voilée. Il y a des accompagnants de sortie scolaire. Il n'y a pas de voile. Il y a des signes ostentatoires religieux. La loi de 2010, qui a été analysée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui disait qu'au nom de la sécurité, on ne pouvait pas retenir cet argument. Par contre, un État est tout à fait fondé à décider des modalités du vivre ensemble qu'il veut mettre en place. Or, comme disait Emmanuel Lévinas, l'accès au visage est d'emblée éthique. Donc maintenant, pour amoindrir la laïcité dans son ambition première, qui était l'émancipation. On n'ose plus dire ce mot. On n'ose plus parce que justement ça oppose, on met les pieds dans le plat par rapport à l'emprise communautaire sur l'individu. Donc on en met des adjectifs, on fustige ceux qui sont les tenants d'une laïcité fermée, et puis on vante la laïcité ouverte, y compris le vice-président du Conseil d'État, qui était auditionné par l'Observatoire de la laïcité en avril de cette année, et qui disait qu'ils étaient pour une laïcité ouverte, libérale. Donc ils sont déjà dans l'interprétation, ils outrepassent déjà leurs fonctions. Jean-Marc Schiappa, vous êtes d'accord ? Il a intérêt. Pour une partie, de manière générale, je dis ce que je veux, ça fait partie de la liberté de conscience. Non mais j'entends bien. Plusieurs choses. Sur ces adjectifs qu'on accole à la laïcité, c'est extrêmement dangereux. Prenons un exemple, parce qu'il faut comparer les choses. Est-ce qu'on dit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elle doit être ouverte, qu'elle doit être tolérante, qu'elle doit être libérale? Est-ce qu'on dit de la République qu'elle doit être ceci ou cela? Le simple fait d'ajouter un qualificatif ne fait qu'amoindrir ce qu'est la laïcité, qui n'est pas uniquement une valeur, ou plus exactement, que je n'aurais pas tendance à qualifier de valeur, parce que personnellement, je ne suis pas laïque. C'est à l'État d'être laïque. Les citoyens sont ce qu'ils sont. C'est à l'État de pratiquer la séparation des églises et de l'État. Si je dis que je suis laïque, comment vais-je pratiquer moi-même, en mon fort intérieur, la séparation entre les églises et de l'État? Le problème, d'un certain point de vue, c'est, et ça a été expliqué, je pense que c'est le cadre de la discussion, laïcité ou communautarisme au singulier ou au pluriel, peu importe. Mais si on dit laïcité, la question des communautés, des communautarismes disparaît pour autant. J'ai entendu Madame Le Pen, mais elle ne fait que reprendre ce que bien d'autres ont dit. Il faut interdire toute... La République ne reconnaît aucune communauté. Parce que la République est une communauté. À partir du moment où on dit que la République, où on dirait que la République ne reconnaît aucune... Il y aurait une hiérarchie entre les citoyens. Les citoyens de première, deuxième, troisième... On retourne à l'Algérie coloniale, pour dire les choses. Fatilla, je vous ai vu faire la moue. Je trouve qu'on va tout de suite très très loin. Il y a une communauté, effectivement, une communauté politique, une communauté nationale, osons dire le mot de nation. C'est pas du tout ethnique, ce n'est même pas culturel. Et là, on retombe sur le débat avec Éric Zemmour, sur les prénoms français. Voilà, c'est politique. C'est de l'acquis, c'est du choix, c'est pas de l'inné. Et c'est en ce sens que ça libère, que ça émancipe les individus. Alors, prenons des exemples. Pour avancer, le concordat d'Alsace-Moselle, les régimes concordataires, plus généralement le financement sur fonds publics d'écoles confessionnelles, ou encore les crèches dans les espaces publics. Est-ce qu'aujourd'hui c'est anecdotique ou est-ce que c'est important? C'est essentiel. Y compris les crèches? Y compris les crèches. Parce que c'est une violation pure et simple de l'article... Je m'excuse, Jean-Marc, juste une chose, c'est que lorsque l'on entend, par exemple, les réactions sur les crèches, ce qui n'est pas pareil, je suis bien d'accord, sur les financements de l'école, on vous dit, après tout, c'est les Santons de Provence. Mais je vais y venir, mon cher Jacques Cotta, avec votre permission. Je vous en prie. Merci. Les crèches religieuses. Une crèche qui, en tant que telle, est un hommage à la nativité, c'est-à-dire un signe fort de reconnaissance de la religion chrétienne, n'a pas sa place dans les établissements, dans les collectifs de la République. Très justement, vous avez fait mention des Santons de Provence, une crèche non religieuse, et ça existe. C'est pour ça que la décision du Conseil d'État de novembre 2016 est très intéressante, parce qu'elle interdit les crèches religieuses et elle définit des exceptions. Le côté festif, le côté culturel, le côté exposition,
s'il y a une exposition, par exemple, dans une mairie, de toutes les manières avec lesquelles les uns et les autres fêtent la fin de l'année, et que dans cette exposition, il y a la nativité, mais il y a aussi telle ou telle chose, il y a aussi le solstice d'hiver que fêtent les libres penseurs et les athées. Après tout, pourquoi pas, mais pas uniquement en tant que caractère religieux. Et ça pose le problème. Vous avez parlé du concordat d'Alsace-Moselle, mais il y a bien pire que cela. Il y a une chose épouvantable que l'on ignore. Ça a été mentionné dans l'intervention, l'extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon. La Guyane, qui paraît-il est un territoire français. Je ne reviens pas ici sur la question de l'indépendance ou non de la Guyane, c'est une autre discussion. Mais si c'est un territoire français, si c'est un territoire de la République, comment se fait-il que les relations entre les églises et l'État soient régies par une ordonnance, et heureusement que nous sommes assis les uns et les autres, de 1828, sauf vous, de 1828, une ordonnance de Charles X. Nous sommes en 2018, et c'est d'une ordonnance de 1828, en plus en Guyane, antérieure à l'abolition de l'esclavage, ce qui, du point de vue des symboles, est assez fort. Et bien évidemment, les 3 départements d'Alsace-Moselle qui échappent au droit commun, si j'ose dire. Et le Comore. Les Comores également. L'exemple de la Guyane est apocalyptique. Également. Sur ce que vous disiez là sur le Conseil d'État, moi je suis vraiment à la fois en colère et puis à la fois vraiment étonné par cet avis du Conseil d'État, puisque ce qu'il dit, c'est qu'il n'existe plus d'objet cultuel en lui-même. Mais il y a une intention cultuelle qu'il appartient à des tiers de prouver. Et là, on voit qu'en fait, à travers les crèches toutes mignonnes qui ont été installées, par exemple dans le sud de la France, l'artifice de la culture, en fait, on prépare l'installation de l'œcuménisme en disant, ben voilà, par exemple, l'Aïd, fêté dans les locaux de la mairie de Paris, c'est culturel, c'est pas cultuel. Voilà ce qu'on installe. Et voilà qui on s'adresse en fait au-delà des catholiques. En plus, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que ce qui est important sur la nuance cultuelle et culturelle, c'est que à partir du moment où ça n'est pas cultuel, l'État ne peut pas aller voir concrètement ce qui se passe et ce qui se dit. Au nom du culturel, il y a une espèce de protection naturelle à toute vision et à toute visée de l'État sur ce qui s'y passe, qui est d'ailleurs donc un des combats importants de personnes qui sont à la tête de groupes de pensée et qui veulent évidemment être régis par le culturel et non par le cultuel. C'est l'injonction à la tolérance. Vous savez, il faut être tolérant, il faut être ouvert. Et au nom de cette tolérance, en 89, des intellectuels de gauche dans la revue du MOS avaient dit qu'il fallait dépénaliser l'excision. Parce que punir les parents témoignait d'une vision étriquée, d'un manque de tolérance. Et de quel point de surplomb oserions-nous juger cette pratique qui n'est pas barbare? Voilà ce qui est écrit dans cet appel. Le culturel, plus prosaïquement, ça permet surtout aux associations d'obtenir des financements des mairies. Et on a des élus qui sont là, voilà. Vous mettez une école, ça devient culturel. En plus, c'est un peu dangereux, puisqu'on s'occupe des enfants en dehors du cadre scolaire, et donc on peut les cylindrer beaucoup plus tôt. Ça permet surtout de contourner la loi de 1905. Alors, Fathia, le 2 août dernier, je m'adresse à vous, mais également à Jean-Marc Schiappa, mais pour rebondir, le 2 août dernier, un collectif de femmes qui se disent partisanes de l'égalité des genres, réclame derrière un jargon qui est un jargon à la mode anglo-saxonne, total, pluralisme de l'emploi, célébration de la diversité, etc., etc., l'autorisation du port du voile au travail, notamment dans les services publics, car, disent-elles, l'interdiction du voile interdirait aux femmes musulmanes d'accéder à l'emploi. Comment est-ce que vous appréciez cette exigence quand même extrêmement étonnante, je trouve? Elle n'est pas étonnante parce que ces personnes-là suivent leur agenda indigéniste et multiculturaliste. Donc, ils prêchent pour leur paroisse. On inverse la culpabilité. Les femmes ne sont pas sorties toutes voilées du ventre de leur mère. C'est un choix. Le choix d'une orthopraxie. On essaie trop de résumer l'islam au voilement. Comme le disait un penseur spécialiste du multiculturalisme qui s'appelle Brian Berry, si le choix de votre orthodoxie ou de votre orthopraxie vous empêche de vous saisir d'une opportunité, par exemple économique, ce n'est pas à la société de vous indemniser ou de s'adapter, c'est à vous d'assumer vos choix. Je suis juive, je veux postuler dans une pizzeria, le plus grande partie du chiffre d'affaires c'est le samedi. Je ne vais pas demander à mon employeur de ne pas me faire bosser le samedi parce que c'est mes convictions religieuses. Donc,
cette tribune qui parle encore de cette invention très récente du féminisme islamique, qui a été mis en avant aussi par le CCIF dans son dernier rapport. Il n'y a pas de féminisme islamique, il n'y a pas de féminisme juif, il n'y a pas de féminisme chrétien, il y a des chrétiens femmes, il y a des islamistes femmes, il y a des juifs femmes. Voilà. On peut négocier sur la valeur de la laisse ou la longueur de la laisse, mais tant qu'on adjoint cet adjectif religieux derrière le féminisme, ça veut dire simplement qu'on va se battre pour obtenir le maximum de ce que notre communauté, et donc ce que les leaders masculins, parce que toutes les religions sont patriarcales, nous ont concédé à nous les femmes. C'est-à-dire que c'est une logique qui va vers l'éclatement de la République, cette logique-là. On parle souvent de partition. Certaines personnes me disent « Ah, on a peur, il va y avoir une guerre civile en France ». Moi, je ne crois pas. Le multiculturalisme, il est là pour ça. C'est-à-dire donner aux autres ce qu'ils veulent, tant qu'ils restent entre eux et tant qu'ils ne viennent pas se mélanger avec moi, avec mes enfants, qui n'embêtent pas mon mode de vie, que je juge de toute façon, c'est ça l'hypocrisie et la codescendance, supérieure au leur. Et c'est ce qui se passe souvent, par exemple, avec les sorties scolaires, où dans les quartiers, on laisse faire, mais dans les centres-villes, on sera beaucoup plus attentif, parce que les parents, là, seront un peu plus, actifs et seront un peu plus militants. Donc, voilà, on donne à chacun selon ce qu'il est, et résultat, on piège les enfants, on piège les minorités à l'intérieur des minorités. Les femmes ne sont pas une minorité, on est quand même la moitié de l'humanité, mais par exemple les homosexuels, on piège les enfants avec cette assignation. Tu es ceci, c'est ton épiderme, c'est ton destin, c'est ta fatalité. Et puis nous, tant que je reste tranquillement dans mon quartier bobo, voilà, je vais être généreuse tant que ça se fait sur le dos des autres. Alors, justement, vous avez parlé d'hypocrisie. Je voudrais y venir. Derrière tout cela, il y a une hypocrisie qui, moi, me semble évidente. Je voudrais avoir votre avis à tous les deux. Nombreuses sont les femmes en question qui ne portent pas le voile. Donc, lorsqu'on a un appel qui assimile les musulmanes et les personnes voilées, je pense qu'il y a une hypocrisie absolue et il y a une espèce d'empiètement sur la réalité qui n'a rien à voir avec cette réalité. En plus, il est demandé d'enlever le voile dans cet appel le temps du travail, alors qu'en réalité, quand un homme a un chapeau sur la tête et qui va bosser, généralement, il enlève son chapeau. Et c'est d'ailleurs demandé à ceux qui portent une kippa également. Donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté de victimisation ? Et dans quel but cette volonté de victimisation ? Je tiens à vous dire d'ailleurs que si les représentants du CCIF avaient été présents, c'est à eux que j'aurais posé cette question. Malheureusement, ils ont décidé aujourd'hui de ne pas venir au dernier moment. Mais donc, je vous la pose à vous. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout cela une volonté de victimisation et donc une question qui dépasse très largement la question religieuse et qui en réalité serait une question politique ? Tout à fait. Tout est politique de toute façon. Avec ce multiculturalisme, l'agenda, il est très clair. Elles vous font, enfin, ces personnes, comme le CCIF, vous font croire que c'est des ONG qui défendent les droits civils. Aucune pratique religieuse orthodoxe n'a jamais abouti à l'augmentation des droits. Donc ces personnes, il y a une hypocrisie, puis il y a surtout une intention vraiment très claire. C'est que le barbu, il n'est pas très sexy. C'est pas sexy comme figure, c'est pas médiatique comme figure. Par contre, les filles, la chanteuse de télécrochet, la militante LGBT qui dira à ses enfants qu'il vaut mieux pas qu'ils deviennent homosexuels parce qu'ils finiront en enfer, mais qui par contre se défendra les droits des minorités. La maman voilée, il n'y a jamais le papa barbu ou le papa kippa ou celui qui porterait le sweatshirt un maman, de la manif pour tous, un papa et une maman. Voilà, c'est des figures positives, familières, attendrissantes du soft power islamique, parce qu'on est dans une démocratie, un état de droit qui ne peut pas accepter l'emprise violente, coercitive d'une communauté sur ses membres. Donc, comme le disait le philosophe Michael Walzer, ces leaders ont plus à craindre de l'indifférence de leurs membres que de l'intolérance des autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de réduire l'islam. Ce serait la seule religion du monde à n'avoir qu'une seule façon d'être bien pratiquée, la façon orthodoxe. Ce serait la seule culture du monde à être figée, à ne pas pouvoir évoluer, à ne pas connaître ce qu'on appelle la créolisation, le phénomène le plus naturel du monde. Et voilà ce à quoi ils aboutissent, mais en passant par les figures sympathiques des femmes. Jean-Marc Schiappa. Ouais, sauf erreur de ma part, il s'agit bien de ce manifeste qui a été présenté à Bruxelles. Oui. Le fait qu'il ait été présenté à Bruxelles, et non pas sur le territoire de la République, en soi, est une indication sur ce que vous disiez, l'éclatement de la République ou la volonté d'éclatement de la République. Ça, c'est la première des choses. La seconde, il me vient en mémoire cette discussion, quand la Libre Pensée et mon regretté camarade et ami Marc Blondel était reçu par une commission parlementaire. Il posait la question au niveau de l'interdiction du voile. Les princesses
d'Arabie Saoudite sur les Champs-Élysées? Oh ben non, pas du tout. Et Marc expliquait, mais si vous faites ça, ces femmes vont rester chez elles, on ne va plus les voir. Et un responsable politique d'un grand parti, d'un des deux côtés de l'hémicycle, va-t-on dire, à l'époque où il y avait des partis dans l'hémicycle, a répondu « Mais tant mieux, on ne veut pas les voir. La question n'est pas d'aider à une forme de liberté, discutable ou pas discutable, d'une sorte d'aménagement, de quelque chose, c'est de chercher à ne pas les voir. » Troisième chose, ça nous amène à la question, et cette question que posait le syndicaliste qui a été Marc Blondel avait perçu immédiatement le côté de classe. Dans les cités, dans les banlieues, c'est interdit. Sur les Champs-Élysées, les princesses qui dévalisent, si j'ose dire, les magasins de luxe, c'est autorisé, où on ferme hypocritement, diplomatiquement les yeux. Ça pose la question, effectivement, du travail. Et de ce point de vue, le fait que la France, les gouvernements français, notamment celui présidé par M. Hollande, je crois qu'il y avait un jeune homme qui a traversé la rue depuis, qui était dans ce gouvernement, ont été condamnés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'affaire Babylou. Il ne peut pas... Je n'ai pas fini ma phrase. Je n'ai pas fini ma phrase et je compte la finir. Et mais non n'est pas un argument, puisque nous sommes ici pour échanger des arguments. Je termine ma phrase pour la deuxième fois. Donc, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné la France, par ailleurs le jour anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour discrimination au travail. C'est une discrimination. Dans le système privé, dans le Code du travail, il ne peut... Bien évidemment, sauf cas particulier bien précis. Comment dirais-je, une école catholique ne va pas embaucher quelqu'un qui n'est pas catholique ou qui a une religion contraire. Mais il y a eu une loi qui a été cassée, qui a été stigmatisée par quelque chose quand même. Je termine là-dessus, Jacques Cotta. C'est le Conseil des droits de l'homme, le même conseil qui a permis de déclarer valide la candidature de Lula au Brésil. Jean-Marc Chapin, juste une chose. Avant de donner la parole à Fathia, j'aurais juste précisé une chose, c'est qu'il y a des lobbies extrêmement importants à Bruxelles qui combattent sur ce terrain, je vais y revenir d'ailleurs, dont des lobbies organisés par M. Soros, qui développent très largement le communautarisme, le combat pour le communautarisme sur l'État français et qui condamnent la laïcité. Donc, je veux dire, ce qui se passe à Bruxelles est aussi le produit d'une bataille politique qui se mène et d'orientation précise. Mais Fathia, sur ce qu'on vient de dire. Je ne suis pas du tout d'accord et je retrouve ce que beaucoup de mes amis et moi reprochons à les libres pensées, c'est-à-dire les bouffeurs de curés, mais par contre on laisse complètement faire l'islam. Le grandiose comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est une commission d'experts qui sont chargés de faire appliquer une charte sur les droits économiques et sociaux. Sur les droits de l'homme. Et là, justement, ils ont repassé leur rôle. Il y a moins de 70 pays qui sont signataires et il n'y a pratiquement aucun pays musulman dedans. Donc, ils n'ont cette condamnation morale consultative n'a aucune valeur de juridiction. Leur condamnation, c'est du pipeau. Et c'est la vision anglo-saxonne du laisser-faire, laisser-aller, qui ne correspond pas du tout à la France. Non, ce n'est pas discriminatoire, que ce soit pour les fonctionnaires ou pour les travailleurs privés. On a quelque chose qui s'appelle la Cour de justice de l'Union européenne, qui, elle, ne passe pas pour être complaisante vis-à-vis de la France, qui a confirmé que les entreprises étaient tout à fait fondées à exiger la neutralité de leur personnel, à condition, comme d'habitude, de fonder ceci sur un règlement intérieur qui s'applique à tout le monde, que l'on signe quand on veut s'engager, et qu'on ne modifie qu'on ne modifie pas quand la personne est en congé maternité. Ce qui était le cas à Babylou. Elle ne portait pas le foulard, elle s'est mise à le porter après. Donc, comme d'habitude. Et le règlement intérieur a été modifié entre-temps. On se sert des visions anglo-saxonnes quand ça nous arrange, alors que vous ne faites que parler du modèle républicain. Ben non, je ne me laisserai pas dicter ça par d'obscurs experts qui, justement, ne trouvent rien à dire et sont obséquieux vis-à-vis des pétromonarchies. Alors, si vous voulez bien, j'ai une question dans ce sens. Un mot tellement respectueux des pétromonarchies que le président de ce conseil est un professeur de l'université hébraïque de Jérusalem. Vous regardez les membres et vous regardez les différentes publications. Moi, je suis allé voir. Oui, l'Arabie Saoudite n'a pas signé cette charte. La plupart des États musulmans. C'est un peu étrange, non? Vous ne posez pas de questions? Quel est le problème? Vous ne posez pas de questions sur la façon de gérer le droit, l'égalité femmes-hommes, ce qui empêche? Et justement aussi. Ce n'est pas discriminatoire. Quand c'est le choix d'une orthodoxie, ce n'est pas discriminatoire. C'est les personnes qui décident. Une orthodoxie serait au-dessus des droits individuels? Mais c'est vous qui définissez l'orthodoxie. Non, l'orthodoxie n'est pas. Vous parlez d'orthodoxie, le droit individuel.
individuel, il est au-dessus de tout. Parce que là, on en revient à la question « je suis laïque ». Je ne connais comme communauté dans la République que l'individu. Ah non, il y a la communauté nationale. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Qui C'est fait une partie de la communauté République. collective. Qui est la République. Voilà, il n'y a pas que l'individu. S'il vous plaît, je voudrais... À l'intérieur de la République, et on je va dis... peut-être avancer sur cette question. Je voudrais rebondir sur la discussion que nous avons pour savoir sur le fond ce qu'il faut penser du voile. Est-ce que le voile islamique, c'est un simple vêtement? Et si c'est un simple vêtement, chacun s'habille comme il veut et sort comme il veut, il va où il veut, tel qu'il doit être habillé, sans atteinte à la pudeur? Ou bien, est-ce que le voile islamique, c'est une marque d'adhésion à une idéologie qui proclame notamment que les femmes ne doivent pas avoir les mêmes droits que les hommes? Alors, qui y va parmi vous? Si on applique la jurisprudence indigéniste, c'est un homme, il n'est pas concerné, il ne peut pas parler sur, sur le voilement. Voilà. Moi, je préfère parler du voilement plutôt que le voile, parce qu'on ne va pas rentrer dans des détails qui soient siglés Hermès, que ce soit burqa, tchador, il y a une ingénierie textile. Et ça, voilà. Le voilement. Intéresse-nous à ce qu'en dit le CCIF. Le CCIF, quand une jeune femme a été exclue d'une salle de sport, et là, c'était à tort, je leur donne bien raison sur ce sujet-là, ont reconnu que le voilement était religieux. Quand on dit que c'est culturel, c'est pour justement outrepasser, contourner toutes les lois, pour masquer la dimension sexiste de ce vêtement. Ce vêtement, c'est pas simplement un bandana pour faire beau, vous parliez d'un chapeau. Pas du tout, il y a le reste d'une panoplie. Moi, j'ai plus de respect pour les femmes qui sont voilées que d'autres qui présentent ce vêtement comme simplement un accessoire de mode. C'est le signe d'une piété et c'est légitime. Et je la respecte infiniment. Infiniment. Mais derrière ce signe, faut prendre le reste de la panoplie. Le reste de la panoplie, c'est le triptyque qui est commun et qui est présent dans tous les monothéismes, c'est-à-dire la femme doit être vierge, la femme doit être pudique, la femme doit être modeste. Et le planning des Bouches-du-Rhône a publié un beau dessin bien léché qui disait que les femmes pouvaient obtenir plus d'autonomie par le voilement parce que c'était un signe de modestie. Ça, c'est dicté par les leaders masculins. On en demande toujours plus à la femme. Alors, le voilement, c'est-à-dire l'acte de se voiler, c'est volontaire. Je ne veux plus voir ces femmes présentées comme de pauvres victimes. Surtout qu'en France, et pas à cause de la pratique religieuse, à cause de l'état de droit, vous pouvez travailler, vous pouvez conduire la BMW, avoir le smartphone. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas assigné à domicile. C'est que dans les mouvements les plus sectaires. C'est très limité. Mais ça veut toujours dire que vous vous mettez... C'est quand même plus compliqué que ce que vous dites, non? Ça dépend. Vraiment, moi, je vois avec ma nièce qui est métisse, je vois la plupart du temps, non. Il y a une pression communautaire que j'intègre moi-même. Voilà. Quand on vous place l'alternative en disant « tu es voilée, tu es sainte, t'es pas voilée, t'es impudique ou t'es même une pute », là, c'est la pression que vous mettez vous-même. Mais personne ne vous menace d'une arme pour porter le voilement. Non, mais la pression communautaire existe. La pression communautaire, mais comme dans toutes les religions, il faut être une bonne musulmane, il faut être une bonne chrétienne, il faut être une bonne juive. C'est pareil dans toutes les religions. Donc c'est plus une contrainte intégrée, c'est ce qu'on appelle l'aliénation. C'est quand même une avancée majeure qu'on a fait. Mais ce qui me préoccupe plus, parce que ces femmes font le choix de se voiler, moi je ne suis pas pour interdire le voile, hein, je le combats, mais je ne suis pas pour l'interdire. Ça fait passer comme une lettre à la poste, ce qui devrait nous révolter, c'est le voilement des fillettes. Et ça, je suis contre. Et ça, je suis particulièrement révoltée qu'en fait, qu'on accepte ça. Le rappeur Medine qui diffuse des photos de lui avec sa petite fille voilée, alors qu'elle doit avoir 4 ou 5 ans. Voilà. On commence à cylindrer les enfants et les petites filles très tôt. Et je vois les dégâts dans les écoles maternelles où j'ai une amie qui officie, des gamines qui disent à une autre « ta maman, c'est pas une vraie maman parce qu'elle porte pas le foulard ». Ils ne disent pas « ta maman n'est pas une bonne musulmane parce qu'elle ne porte pas le foulard ». Ta maman n'est pas une bonne maman. Parce que c'est la tenue obligatoire, c'est l'uniforme. Ça devient identitaire et c'est genré. La femme est comme ceci et puis en regard, l'homme doit être comme ceci. Jean-Marc ? Ouais. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Sur beaucoup de choses. Mais le problème, vous savez, c'est d'être d'accord sur beaucoup de choses, c'est comme quand on fait une recette, au bout d'un moment, il y a des ingrédients qui peut-être... Comme dit l'autre, le diable se cache dans les détails. Allez-y. Surtout pour le diable. Si, merci, Jacques Cotin. Parce que je voudrais rebondir sur cette question, cette petite... je ne vais pas dire attaque, elle est bien gentille. La libre pensée, bouffeur de curé. Pour le moment, ceux qui ont des actes nombreux, massifs, multiples,
et criminel vis-à-vis d'une autre catégorie de la population, ce sont par milliers et milliers les dignitaires de l'Église catholique. Alors dire ceux qui ne formulent que la libre pensée est bouffeuse de curés aurait tendance à faire cacher le fait que l'Église catholique est actuellement en train de glisser, non pas de glisser, de se révéler, de se dévoiler, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, comme association de malfaiteurs. Aujourd'hui ? Pardon ? Aujourd'hui ? La pédophilie institutionnalisée. Ouais. Enfin, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une consigne dans l'Église catholique de violer les petits garçons. Non, mais il y a une consigne du silence. Ça, c'est vrai. Comme ça existe dans beaucoup de communautés. Beaucoup plus au niveau de l'Église catholique. Et ça ne s'est jamais manifesté avec ce système systématique, si vous me permettez ce pléonasme, c'est pas une église dans un pays, ce sont toutes les églises, les unes après les autres. Sur le terrain des valeurs elles-mêmes et de la signification. Lorsque vous êtes dans un quartier et que, par exemple, vous avez une jeune fille qui est martyrisée parce qu'elle n'est pas habillée comme les grands frères veulent qu'elle soit habillée, et vous savez comme moi que ça existe, qu'il y a ce poids communautaire, sans doute, c'est d'une autre importance, et le nombre n'est pas celui des centaines de milliers de petits garçons dans le monde qui sont passés dans les mains d'un curé, mais enfin, quand même, du point de vue de la nature, on est sur le même calibre. La différence est de degré, non de nature. Mais je revenais. Je revenais sur l'épithète que je ne peux pas laisser passer indûment, sur la libre pensée bouffeur de curé. Après tout, je suis ici un petit peu pour défendre ma paroisse, si vous me permettez cette expression. Sur la question du voilement, bien évidemment, le voilement des fillettes, c'est une abomination, comme ça me fait toujours penser, comment dirais-je, programme de 3e, l'embrigadement de la jeunesse. Jean-Marc, juste une chose, ça me permet d'introduire une autre question, et vous allez y répondre en revenant sur la question du voilement. Comment vous comprenez cette revendication en France du groupe de femmes dont on parlait tout à l'heure, assez identitaire, qui est le port du voile comme étant un outil d'émancipation des femmes selon elles, alors qu'en Iran, par exemple, les femmes sont prêtes à perdre leur vie pour pouvoir ôter le voile? Il y a, de mon point de vue, mais alors avec beaucoup de précautions, bien évidemment, la volonté d'éclater l'ensemble républicain, comme on l'a vu, et le fait, et vous avez eu raison d'insister, que ces lobbies soient, comment dirais-je, non pas basés, mais quand même pas mal, à Bruxelles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, et les élus auront certainement l'occasion de le dire, nous ne sommes pas dans la même situation qu'il y a 30 ou 40 ans, où les services publics dans les collectivités locales existaient, fonctionnaient. Maintenant, c'est un petit peu chacun se débrouille comme il peut, et le premier qui peut vouloir, comment dirais-je, créer une association pour et donc imposer sa norme, c'est le deuxième élément. Le troisième, je dirais, cette pression communautariste, et c'est rarement expliqué de manière détaillée le nombre de convertis à l'islam qui se vont vers la frange la plus radicale possible. C'est assez étonnant. Olivier Roy en a parlé, mais pas, à mon avis, cela mérite plus que les quelques pages qu'il y a consacrées, même si c'est plutôt pas mal. Et c'est imposé dans les quartiers. Et on connaît des jeunes femmes, ou je termine là-dessus, des jeunes femmes ou des jeunes filles qui sortent du quartier et dans le métro, change de tenue. Juste par rapport à ça. Il va falloir qu'on avance, allez-y. Moi, ça ne me gêne pas, je persiste et chine pour bouffeur de curé, c'est pas ça qui me gêne, c'est le côté à géométrie variable. Le voilement ne change pas de sens selon le pays où il est. Donc si c'est un signe d'asservissement ou de subordination en Iran, c'est aussi le même signification. Non, je réponds à Jacques, il n'y a pas que vous. Pardon de ne pas vous. Voilà. Et le plus passionnant. Mais non, allez, allons-y. Vous devriez faire moins de pauses oratoires parce que c'est un peu stressant. C'est le retournement de l'argument mon corps, mon choix. Et on pourrait faire le parallèle avec la prostitution. On a utilisé le même argument pour dire les femmes choisissent de se prostituer comme si on pouvait choisir. Ben, on va être cru. D'accepter qu'un pénis qui a passé toute une journée dans un caleçon et qui est bien transpirant s'introduise dans la bouche d'une femme comme si on pouvait accepter ça librement. On le fait pour de l'argent. Donc c'est l'argument qui permet de cacher le système prostitutionnel. Et là, pareil, c'est mon choix de me voiler, alors j'ai le droit.
Oui, vous avez le droit, pas de souci, légitimement. Et puis, on a le droit d'être radical au niveau religieux en France. Il n'y a aucun souci, c'est le passage à la violence qui est interdit et la coercition, c'est tout. Mais ça ne doit pas cacher le système patriarcal derrière. Et c'est ça que je dénonce chez certaines néo-féministes, c'est qu'elles sont virulentes sur MeToo, elles traquent le patriarcat jusque dans l'écriture, en réclamant l'écriture inclusive. Par contre, au nom de la culture, et au nom de la culture, il faut tolérer le patriarcat arabo-musulman parce qu'en fait, c'est bon pour ce qu'elles sont, ces femmes-là. Et ça, c'est insupportable. Alors, pour avancer, s'il vous plaît, pour avancer, j'arrive. La Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du Parlement européen a récemment débattu, pour la première fois, de la situation des femmes musulmanes en Europe. C'est ce que dit l'appel dont on parlait tout à l'heure, qui défend le voilement de la femme. Mais c'est sous la pression d'un lobby financé par le milliardaire George Soros, ça s'appelle Open Society Justice Initiative, qui pond à intervalles réguliers des rapports défendant une vision communautariste de la société et mettant notamment sous le feu des critiques la laïcité à la française. Alors ma question est simple. Comment est-ce que vous comprenez l'un et l'autre cette sollicitude anti-laïque de la part de Soros qui finance des lobbies pour attaquer la laïcité à la française et développer le communautarisme? Le milliardaire, qu'est-ce qu'il cherche? La réponse est dans la question, la liberté de conscience, s'attaquer à la liberté de conscience. La liberté de conscience... Non, mais en quoi le milliardaire a quoi que ce soit à faire de la liberté de conscience? Est-ce qu'il n'y a pas derrière des intérêts sonnants et trébuchants qui sont défendus par la politique de Soros? Et notamment qui se saisit de la question anti-laïque pour défendre ses intérêts? Mais par exemple, la liberté de conscience, ça implique notamment le droit de se syndiquer. Si vous enfermez, si vous divisez les salariés, vous l'avez dit, suivant ou toi ou vous Jacques, peu importe, on peut se tutoyer, on se connaît. Ouais, allons-y. On se connaît. Si on divise les salariés suivant leurs convictions, leurs croyances religieuses, etc., etc., qui est gagnant? Qui est gagnant? Le système capitaliste, pour utiliser des gros mots. Puisqu'à l'époque, on pouvait parler comme ça. Fatia? C'est une attaque quand même vraiment systématique contre l'État-nation. Ce qui fait la particularité de la France. Et là, je dirais qu'il y a une convergence complète entre l'ultralibéralisme, parce que l'État sous-traite des franges, et un jour ce sera ses missions régaliennes, à des communautés, comme le système de santé aux États-Unis, comme l'éducation, et ça lui coûte moins cher. Et vous avez aussi cette volonté-là dans l'Union européenne, par exemple. C'est vraiment le modèle français de l'État-nation qui est complètement ciblé par ce soft power américain. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire globalement que la laïcité, par rapport à la question que je vous posais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, la laïcité avec ça, c'est un des ciments de l'État-nation. C'est un ciment de la communauté nationale politique qui fait que moi, je peux me sentir pleinement française et complètement compatriote sans m'appeler Marie-Charlotte ou Corinne. Sur le lobbying, on a affaire à des gens extrêmement bien organisés qui vivent de leur activisme. Moi, je suis comme vous, j'ai un boulot, je dois travailler, qui sont très présents, qui ont beaucoup de financement et qui essayent d'obtenir par petits pas et qui osent nous dire que nous, on est obsédés par le voilement. C'est eux qui sont obsédés par le fait de voiler les femmes. Ils y consacrent toute leur énergie. Et en 2010, en 2005, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a dit et a redit que c'était à l'islam de faire son autocritique et de renoncer à tout ce qui mettait en danger l'égalité femmes-hommes. Ben, c'est le Conseil de l'Europe qui l'a dit. Alors, encore une question sur ce registre, avant de revenir à Macron et d'aller voir nos amis politiques, nos élus, pour voir ce qu'ils pensent de tout ça. Une petite question. Il y a un fait, moi, sur lequel je suis tombé, donc, qui pouvait sembler anecdotique, et qui, à mon avis, a une sacrée importance. En 2013, un avocat à Paris, Karim Achaoui, qui depuis a été radié du barreau de Paris pour des questions liées à la déontologie de sa profession, mais passons, c'est pas le sujet. Que c'est élégamment dit. A créé la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Et alors, si vous voulez, moi, je me suis interrogé, parce que je me suis dit, une ligue de défense judiciaire des musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit de défendre la cause musulmane? Lui, lorsqu'il est interrogé sur la question, répond oui. Mais alors, de quelle cause s'agit-il? Et on revient sur le fond de la question, qui est la question politique. Est-ce que l'identification y trouve sa cohérence?
le voile, le voilement, le halal, les prières de rue, la mixité dans les piscines, les cantines scolaires et l'histoire du port, la liberté d'expression entravée avec les critiques contre les journalistes de Charlie Hebdo, etc., etc. Est-ce que ce mouvement qui n'existe pour aucune autre religion exprime une cause religieuse, de votre point de vue, ou une cause profondément politique ? Sens commun, je dirais que c'est l'équivalent pour les catholiques. Au moins, lui est un peu plus honnête, parce que le CCIF se dit apolitique et areligieux. Au moins, lui, il annonce la couleur. Voilà, je les ai jamais vus écrire sur le judaïsme, sur l'Église catholique ou sur rien d'autre que l'islam. Donc la Ligue de défense judiciaire, qui a un excellent avocat qui s'appelle Nicolas Gardère, qui a obtenu que soit mis fin à l'interdiction des menus halal par le maire de Châlons-en-Champagne, je crois. Voilà, c'est un lobby. Et nous, c'est vrai qu'on n'est pas très habitués à ça, ou alors pas de façon aussi assumée. Il faut bien comprendre une chose, tout est politique et tout est une affaire aussi de lutte des classes. Moi, je reste à cette lecture-là. C'est vraiment qu'est-ce que je peux obtenir par la procédure, par la jurisprudence, pour ceux qui me ressemblent et ceux avec qui je m'assemble. Alors, concernant Karim Achoui, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme. Et puis voilà, le sens d'un business, parce que je ne le crois pas très pieux, je ne le crois pas très pratiquant. Voilà, c'est des lobbies, et puis franchement, sens commun ou la manif pour tous, pour moi, c'est pareil. La même problématique. Ok, d'accord, Jean-Marc ? Oui, il y a aussi une dimension clientéliste indiscutable. D'accord. Ok. On s'adresse à sa communauté, et c'est par elle qu'on va avoir son fonds de commerce. Concernant Emmanuel Macron, revenons-y, avant de passer de l'autre côté de la table. Concernant Emmanuel Macron, il a nommé au Conseil du numérique ou au Conseil présidentiel des villes des proches du collectif contre l'islamophobie, le fameux CCIF dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission et dont les représentants n'ont pas pu ou n'ont pas voulu être présents ici aujourd'hui. On pouvait entendre dans ces assemblées la chose suivante, je cite: « Le bon sens républicain doit s'appliquer fermement et empêcher toute ingérence laïciste avec la même énergie que celle déployée contre le terrorisme, parce qu'ils sont les deux faces d'une même pièce. » Laïcisme d'un côté, terrorisme de l'autre. Alors, moi, la question que je voudrais poser, c'est comment on peut en arriver à développer ce type d'argument dont on comprend par d'autres questions qu'ils ont un côté obscène et un côté d'une violence absolument incroyable. Parce que où sont les morts que le laïcisme a répandu en France et de par le monde? Les morts du terrorisme, on les connaît. Est-ce légitime que l'on demande de mobiliser des moyens policiers pour traquer les laïcs? C'est ça que ça veut dire. Comment expliquer les nominations de ces gens par Emmanuel Macron à des postes de consultation clés au sommet de la République? Quelle réponse vous apportez? C'est indécent, c'est complètement indécent de mettre dans la même phrase le terrorisme et puis les laïcs. Voilà, on sait qui a tué. Je voudrais dire une chose, le CNV, ces petits trucs fabriqués par Macron par le fait du prince, il y a un vrai Conseil national des villes qui existe depuis des années, qui fait un gros travail, qui est placé sous l'autorité du Premier ministre, qui rend un rapport, qui consulte les élus sont très présents, les maisons de quartier, les personnalités sans qualité particulière, je veux dire associative. Voilà. Et il y a le fait du prince, il construit son petit truc, il nomme qui il veut, et puis à la lumière de l'affaire Benalla, moi j'ai l'impression d'une chose, c'est que Emmanuel Macron, qui est sincèrement multiculturaliste, lui. Hamon, c'est du clientélisme. Macron, c'est vraiment le beau môme qui vit dans le monde, qui n'aime pas spécialement les frontières, qui trouve qu'il n'y a pas de culture française. Lui, il est plutôt sincère. C'est vraiment, je crois, comment il se représente les gens des quartiers. Il les connaît si peu qu'il est dans la wesh-wesh attitude et dans l'islam attitude, notamment en prenant Yacine Bellatar, qui est en fait de la classe moyenne, qui n'a jamais vécu dans un quartier, mais qui surjoue et qui ose tenir le même discours que Marion Maréchal Le Pen sans qu'on lui en fasse grief, c'est-à-dire « je suis plus français que Valls ». Et puis je suis plus français qu'Iman Chalgoumi parce qu'il a un accent arabe. Et puis je suis plus français qu'Éric Zemmour parce que... C'est vrai que c'est incroyable. Cette hiérarchie de Français, ça n'existe qu'à l'extrême droite, sauf avec Yacine Bellatar. Il y a la présidente de l'association Zonzon. Voilà, c'est un comité... Yacine Bellatar, dont je me permets de vous couper, dont je voulais dire que je l'avais également invité et qu'il m'avait répondu sur les réseaux sociaux en privé. Je vais voir. C'était il y a une semaine et demie. Mais moi, j'ai rien vu venir. Je n'ai pas eu d'autres réponses. J'ai relancé. Bref,
il ne sera pas venu. Ils ne veulent pas débattre, sauf avec des personnes qu'il est facile de faire taire en disant « Ah, mais vous ne connaissez pas, c'est pas votre monde ». Et ça, moi, ce discours, ils ne peuvent pas me le sortir. Moi. Mais c'est vraiment le bourgeois Macron qui s'encanaille en s'entourant de gros bras. Et c'est l'image, c'est ça, moi, qui m'afflige. C'est l'image qui se fait des gens des quartiers. Et ce faisant, il y a un discours, il y a une dimension performative. Il assigne à résidence et il assigne à un comportement des gens, alors qu'en fait, moi, je suis entourée de gens qui réussissent, qui sont mobiles, qui ne sont pas dans cette espèce d'identité consulaire, c'est-à-dire on est entre nous et puis on reste entre nous. Jean-Marc, rapidement. Oui, peut-être plus nuancé. L'objectif... Oh, ça, c'est pas une attaque. Ah, cher vieux monsieur, je vous écoute. C'est pas paternaliste. Je suis donc plus nuancé. Je pense que l'objectif de M. Macron, je n'ai pas dit le président de la République parce qu'en République il n'y a pas de président, de mon point de vue, l'objectif est de dynamiter la loi de 1905 et de passer par des concordats multiples. L'organisation du culte musulman, comme si c'était à l'État de le faire, c'est aux musulmans de le faire. Qu'est-ce que je vais dire, moi ? Qu'est-ce que l'État va dire là-dessus ? C'est la systématisation des visites au dîner du CRIF, et on laisse tranquillement le Premier ministre israélien faire des discours politiques dans les synagogues en violation de la loi de 1905, etc., etc. Le discours au Bernardin, je termine là-dessus, il a dit « on veut réparer le lien entre l'Église et l'État ». Il y avait la séparation, lui il veut la réparation. C'est ça son but, et du coup il valorise toute personne qui peut contribuer à cet éclat, à ce morcellement. Alors avant d'aller voir les élus qui sont ici présents et qui vont donner leur point de vue sur l'ensemble de ces questions, je voudrais vous livrer deux très courtes citations. Le philosophe Karl Popper a écrit ce qui pourrait constituer, à mon sens, un véritable appel au pouvoir public. Je cite « Si nous étendons la tolérance illimitée, même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas disposés à défendre une société tolérante contre l'impact de l'intolérant, alors le tolérant sera détruit et la tolérance avec lui. » Et puis une autre petite citation qui vient du juriste et universitaire tunisien, le spécialiste des théories politiques islamiques et de droit public, Yad Ben Achour, lui aussi, qui affirme clairement, je cite, « Donnez-moi la liberté que je la tue. À moins d'accepter cette sentence de mort, un démocrate doit se défendre. La loi ne peut être conçue uniquement pour limiter le pouvoir démocratique, elle doit le protéger contre ceux qui le haïssent. » Alors messieurs, bon, vous avez entendu ce que nos spécialistes ont traité et ont dit de la question. Alors je ne sais pas qui va commencer parmi vous, débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui nous a été délivré là à l'instant ? Bon, peut-être... François Coq, en avant. Ouais, peut-être revenir, parce que le débat a été très riche, sur ce qui fonde quand même la laïcité et qui nous interpelle, je pense, en tant qu'élus. Moi, j'ai entendu plusieurs postulats sur ce que serait la structure de base de la société. Et moi, je dois le dire en tant qu'élu, je suis de ceux qui considèrent que la laïcité est d'abord un principe d'organisation politique et sociale, et qui permet de sortir des différentes assignations à identité. Et ce principe d'organisation politique et sociale, c'est celui qui fonde la communauté politique des citoyens, là aussi par-delà les appartenances religieuses ou idéologiques. Donc dès lors, ce n'est pas simplement l'individu en tant que tel qui est interpellé et qui est structuré par le principe de laïcité, c'est cette communauté politique. C'est celle-ci qu'elle fait vivre, et c'est en cela que la laïcité est un principe extrêmement dynamique. Ce n'est pas simplement quelque chose qui vise à corseter les uns ou les autres, mais qui vise à libérer l'ensemble de la société dans son ensemble. Xavier Lemoine. Tout d'abord, je voudrais réagir sur l'inélégance de M. Schiappa tout à l'heure sur... il se défaussait d'être un bouffeur de curé, mais je dirais l'Église catholique n'était pas là pour se défendre de votre révélation de faits qu'elle a reconnus, mais vous les avez légèrement amplifiés. Et je suis un peu blessé de cette sortie qui n'était pas dans le débat et qui, je dirais, n'était pas contradictoire avec des personnes qui pouvaient vous répondre. Je ferme la parenthèse. Ensuite, sur la question de la laïcité, effectivement, il y a les principes, et essentiellement des principes juridiques pour un maire. Après, il peut y avoir des considérations intellectuelles. Il y a toutes les manœuvres qui ont été parfaitement décrites par Madame autour de la laïcité et quels sont les enjeux politiques extrêmement forts qui sont à l'œuvre, notamment sur notre pays, dont il faut se préoccuper. Et puis après, il y a la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, elle est faite de rencontres de personnes qui sont insérées dans un tissu social, qui sont insérées dans un tissu familial et, pour certaines, dans un tissu communautaire.
Et le poids de la communauté, je dirais, est loin d'être négligeable. Et donc, la difficulté du maire, c'est des fois, dans la relation qu'il a avec les personnes, savoir si c'est la personne, le je qui s'exprime, ou si c'est un nous plus collectif qui se sent obligé de s'exprimer parce que la pression communautaire est là. Et donc, je dirais, dans les relations que l'on peut avoir au quotidien avec nos habitants, cette question est très prégnante. Faut pas sous-estimer la pression communautaire. Elle a été évoquée tout à l'heure à juste titre, mais elle peut être très présente, très forte. Voilà. Donc, c'est la difficulté dans laquelle nous sommes, tiraillés entre trois pôles, les principes, les enjeux à venir en discussion, et on voit bien toutes les manœuvres extrêmement fortes qui se livrent, et puis ce quotidien en direction des personnes, au corps à corps avec ces personnes. Alors, Abdeslam Itache, bien sûr, vous allez réagir comme nos deux amis sur l'ensemble de ce qui a été dit, à travers une réflexion. Mais pour aller plus loin dans ce que vient de dire Monsieur Lemoine, pression communautaire, comment est-ce que l'on fait lorsqu'on est élu de terrain pour traiter les communautés? Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. On donne un peu à chacun, on les ramène toutes sur un terrain commun. Comment on fait? Alors, première chose, d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Je tenais juste à préciser que j'étais un élu, comme tous les élus qui sont autour de cette table, que naturellement j'espère que je n'ai pas été invité parce que je m'appelais Abdeslam Itache et qu'on laisse supposer que je suis musulman et que vous êtes un élu de la République, absolument. Et je défends l'ensemble des administrés, quelle que soit leur obédience religieuse. Et voilà, je ne voudrais pas qu'on rapporte le débat sur l'islam sur ma personne. N'ayez crainte, juste un mot, vous aurez compris à travers ma façon de mener les débats que je ne suis moi-même pas très communautariste. Et que donc, ça n'est pas au titre d'une communauté que vous êtes là, mais au titre de la République elle-même. Je vous remercie. Alors, vous posiez la question justement de cet ensemble de communautés. Moi, je dirais qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et que dans cette communauté nationale, il y a plusieurs cultes ou non-cultes. Et la République, justement, elle est unie et tous ces enfants ont le droit, et d'ailleurs c'est le principe même de la liberté de culte, de non-culte, la liberté de changer de religion ou de ne pas en avoir du tout. Mais aujourd'hui, on voit bien, il y a deux courants qui s'affrontent entre ceux qui prônent la laïcité ouverte. On laisse supposer qu'il y a une laïcité fermée. Je suis complètement contre cette position. Je pense qu'il y a une laïcité tout court et que l'on applique les textes de 1905 et qu'on n'outrepasse pas justement ces textes-là. Ça, c'est intéressant. Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Quand il y a plusieurs communautés, c'est vous qui en avez parlé, monsieur Lemoine. Par exemple, à Montfermeil, je pense que c'est le cas comme dans beaucoup de communes de la région parisienne. Comment vous traitez la question? Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un des élus que j'ai invité ici, et qui n'est pas là, mais je vais quand même en dire un mot, M. Pupponi, qui est député, qui a été maire de Sarcelles, lui, à une certaine époque, a traité les communautés de façon assez particulière. Les Lubavitch avaient la piscine pour eux, et c'était pas mixte. Ça, c'était à un certain moment. Puis, il s'est allié avec des listes communautaires, avec des gens qui portaient la kippa en conseil municipal. Je connais bien François. Vous connaissez? Bon, très bien. Donc, comment vous traitez le problème? Dans l'action municipale qui engage les délibérations du conseil municipal, je ne pense pas que quiconque puisse dire qu'une communauté a pu être reconnue en tant que telle à travers une délibération. Je le crois. Après, il y a la personne du maire qui peut être invitée dans différentes manifestations. Il y a des manifestations auxquelles je ne me rends plus. Je prends un exemple. Lorsque je suis accueilli par l'ensemble de la communauté qui accueille, ou de l'association qui accueille, c'est une chose. Mais lorsque je ne suis accueilli que par les dirigeants, et que je dirais je suis dans l'incapacité quasiment de rentrer en contact avec les autres personnes de l'association, et que ma présence est pour les gens qui m'invitent un signe de reconnaissance et qui renforce le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur leur communauté. Je me dis que je ne rends pas service. Et je n'y vais plus. J'y allais en début de mandat, je n'y vais plus maintenant, c'est mon 3e mandat, parce que j'estime qu'il y a une forme d'instrumentalisation de la République, tout simplement, et que je n'ai pas à faire le jeu de ces personnes-là. En revanche, je me plais à revenir dans d'autres occasions, dans un contact personnel avec ces personnes, où là, à ce moment-là, elles peuvent me dire ce qu'elles ont à me dire, dans la discrétion, en tout cas non soumis au regard de la communauté, et à la censure que certains pourraient être tentés d'exercer. Et donc, effectivement, les délibérations, elles, je crois, ne sont pas sujettes à un favoritisme quelconque, ce serait, mais la personne du maire, elle, peut avoir un traitement différencié selon les enjeux, justement. Oui, Monsieur Lemoine l'évoquait tout à l'heure. La place des communautés, finalement, n'est jamais rien d'autre que la place qu'on leur laisse prendre
ou qu'on leur donne parfois bien trop volontiers. Si je dis ça, c'est qu'il y a un espace qui s'est créé. Il s'est créé comment? Par des choses beaucoup plus amples qui dépassent les seuls élus que nous sommes. Ce phénomène d'individualisation de la société, de destitution progressive qui s'est opéré pendant les 30 dernières années et qui fait qu'on est revenu dans une séquence dans laquelle les gens recherchent une forme d'identité collective qu'ils retrouvent par le biais de la communauté. Tout ça a participé de cet émiettement et de cette reconstitution communautaire qu'on connaît actuellement. Et puis le deuxième aspect qui fait que les communautés aujourd'hui reprennent une certaine place, c'est le discours. Vous évoquiez tout à l'heure dans la discussion le cas de M. Macron qui finalement place deux extrêmes comme toujours pour essayer de se positionner au milieu, comme quoi tout se vaudrait et au nom de la liberté, il faudrait installer une forme de neutralité qui est tout sauf la laïcité, une forme d'œcuménisme. Et c'est cet œcuménisme-là qui finalement ravive les demandes communautaires qui ne sont pas finalement toujours aussi importantes qu'on voudrait bien le croire. On nourrit parfois un phénomène qui n'est pas aussi important et aussi décisif que certains voudraient le laisser transparaître. Alors, juste une question que je voudrais vous poser à tous les trois, avant de revenir sur l'activité municipale à proprement parler, qui m'intéresse, savoir comment vous, en gros les mains dans le cambouis, vous pouvez vous débrouiller sur les problèmes qui existent. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Est-ce que vous avez le sentiment que dans le monde politique et dans les formations politiques, ce problème est pris à la hauteur qu'il mérite? Parce que, par exemple, si vous voulez, on a le sentiment quand même que dans les mêmes formations, il y a des positions qui sont radicalement différentes les unes des autres, qui sont exprimées, sans que ça pose gros problème. Ce serait sur un autre sujet, je suis sûr que ça poserait problème, mais là, tout compte fait, on laisse faire. Bon, par exemple, c'est un secret pour personne. Je prends la France Insoumise. Entre votre position, celle de Jean-Luc Mélenchon et celle de Daniel Obono, ben, c'est pas les mêmes, c'est clair. Alors, c'est peut-être normal, mais je voudrais... Est-ce que c'est normal, ou je prends chez les Républicains, c'est la même chose, je veux dire, entre la position que vous exprimez là et d'autres positions que je peux trouver soit chez Mme Morano, soit ailleurs, c'est pas les mêmes. Et si je prends le MoDem qui est allié à La République En Marche, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'entre la position que vous exprimez pour le MoDem et la position qui est exprimée par un certain nombre de représentants de La République En Marche, on est à une année-lumière. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez le sentiment quand même que sur ces questions-là, il n'y a pas un manque d'homogénéité? Et est-ce que ça ne serait pas vrai sur d'autres? Comment ça se fait, là? Tout simplement parce que la sociologie électorale auquel ces élus ont à faire face n'est pas forcément la même. Quand vous êtes à Montfermeil, vous n'êtes pas ça dans la Bretèche. Donc c'est une question clientèle. Premier point. Attendez. Donc on peut s'intéresser à des sujets parce que vous avez à les vivre. Après, ça peut être une curiosité intellectuelle, mais vous n'avez pas à les vivre. Et donc, vous avez peut-être davantage à jouer au golf, à ça dans la Bretèche, j'en sais rien. Bon, c'est ce que je veux dire. Donc, le niveau de connaissance des politiques n'est pas le même. Et quand bien même serait-il le même, je voudrais être sûr que le raisonnement électoral ne rentre pas en considération dans ce qui peut être dit et pratiqué au niveau de la ville. Voilà. Et ça, c'est un danger, c'est une pression extrêmement forte. Faut la prendre en compte. En tout cas, elle existe, c'est sûr. En tout cas, je sais qu'il est très difficile d'y résister. François Coq. Ce qui fait évoluer les choses, c'est pas simplement la question de l'électorat et le clientélisme qui est afférent. C'est aussi qu'il y a un renouvellement aujourd'hui des élus, de nouvelles générations qui arrivent, mais qui sont aussi, pour certaines, structurées idéologiquement et qui essaient de peser dans le débat public sur ces questions de laïcité. C'est pour ça que les débats sont réintroduits dans les différentes organisations aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il faut que celles et ceux qui sont les tenants de la laïcité et de ce modèle républicain, les tenants de ce modèle républicain et de ce principe d'organisation politique et sociale, j'y reviens, que cela tienne bon aussi au sein de leurs organisations. Parce que j'ai beaucoup entendu parler des lobbies tout à l'heure, mais ces lobbies, finalement, ils existent aussi sous d'autres formes dans différentes organisations. Et le plus simple en politique, c'est quand même d'en revenir aussi au texte. De ce point de vue-là, à la France Insoumise, vous avez évoqué trois personnalités. Je crois pouvoir dire que sur les questions de laïcité, je ne suis pas si éloigné de ce que porte Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, ce qui fait la loi commune pour nous au sein de la France Insoumise, ce sont nos écrits, le programme, l'avenir en commun, qui, je crois, sur ces questions de laïcité, est extrêmement clair et extrêmement ambitieux. Alors, Abdeslam Itache, allez-y. Vous aviez rattaché le MoDem avec En Marche. Alors, je ne suis pas En Marche. Ce que je veux juste dire, vous savez, il y a aussi des rassemblements PC-PS et je pense qu'il y a une divergence entre les PC et les PS. Donc, nous avons notre liberté de parole au MoDem et je tenais juste deux choses. Vous parliez tout à l'heure de cette différenciation entre les différents partis et leur regard porté sur la laïcité, en tout cas sur le débat laïque. Je vais reprendre une phrase de Bayrou qui disait « Si on dit tous la même chose, on ne dit plus rien ». Donc, heureusement qu'on ne dit pas la même chose et que c'est une richesse. La deuxième, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, il avait surtout dit la loi protège la foi tant que la foi ne fait pas la loi. Et c'est exactement ça.
La loi se doit de protéger les personnes dans leur liberté de conscience et de culte ou de non-croyance, à condition que la foi, elle, n'a pas interféré dans le débat politique et dans les décisions nationales. Bien. Je voudrais revenir sur une chose qui a été abordée tout à l'heure avec nos spécialistes. Sous un autre angle, George Orwell disait, vous savez, dans 1984, qu'il faut conseiller à ceux qui ne l'ont pas lu, parce que malheureusement, d'une brûlante actualité, Orwell disait « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force ». Alors, est-ce qu'on devrait rajouter aujourd'hui le laïcisme, c'est le terrorisme? Parce que c'est une critique qui est faite et qui est terrible. Parce que ce n'est pas seulement une critique sur la laïcité, c'est une critique sur la République, en fait. Bon, pour moi, la laïcité, je n'ai pas forcément la même définition que les deux personnes qui se sont exprimées en début d'émission. C'est le mode, je dirais, d'organiser deux mondes qui existent, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Et c'est comment ces choses-là s'interpénètrent ou pas, quel est le domaine propre du profane, quel est le domaine propre, je dirais, de la morale. On n'en est plus là. Puisque, je dirais, on a dépassé, je dirais, la loi naturelle inscrite, je dirais, au cœur de tout homme. La Révolution, effectivement, a coupé avec ça, en disant l'homme, finalement, n'est pas une créature, l'homme se crée en fonction, c'est le droit positif, et qui refait la morale, et qui ne reçoit plus la morale, voilà, de manière immanente. Ce laïcisme, qui est une forme d'athéisme déguisé, finalement, heurte profondément un certain nombre de consciences. Et selon la foi que l'on porte, on peut se dire, eh bien, je subis les conséquences de ma foi au regard d'un droit positif qui m'empêche telle et telle chose, ou qui d'exercer telle ou telle profession, ou qui m'expose à des risques juridiques si je mets ma foi en premier dans mes actes. D'autres personnes qui disent, mais la loi de Dieu prévaut sur tout, y compris sur la loi humaine, et donc cette espèce de laïcisme est un tremplin, pour certaines parties, en tout cas, une forme de fondamentalisme. Et c'est une espèce de montée aux extrêmes qui est extrêmement dangereuse en ce moment. Et plus ce fondamentalisme se réclame et imprime sa marque sur nos territoires, sur les personnes, sur les communautés dont ils ont réussi à reprendre, je dirais, sur lesquelles ils ont repris la main, plus effectivement la laïcité reprend, je dirais, une laïcité stricte, enfin de stricte observance, etc. Et il y a une surenchère, et on le voit bien, je dirais, à chaque fois, je l'ai constaté dans ma ville. Et d'autres collègues maires, droite-gauche confondus, enfin c'est pas une question de parti politique, me disent, mais à chaque fois qu'il y a eu des grandes décisions sur le voile, sur la burqa, sur le débat sur l'identité lancé par Sarkozy, enfin sur des sujets assez polémiques, assez chauds, eh bien on a vu une recrudescence, je dirais, dans l'habillement de la communauté musulmane, de certaines personnes appartenant à la communauté musulmane, pour être tout à fait précis, eh bien, qui crantaient les affaires au fur et à mesure qu'il y avait des débats. Donc il y avait une espèce de réponse en disant, bah, vous nous dites ça, la société nous renvoie ça, bah, nous on vous répond ça. C'est peut-être inconscient, mais c'est réel et c'est observé par plusieurs de mes collègues. Donc je me dis, où est-ce que ça finit l'affaire? Si maintenant la laïcité est le lieu où effectivement la loi morale, la foi, peut dialoguer avec le temporel, la raison, et que l'on peut trouver les bonnes articulations, je pense que c'est le seul lieu de paix possible avant cette montée aux extrêmes que je redoute et que je vois à l'œuvre. François Coq. Moi, je voudrais rebondir là-dessus, sur la question qui était finalement le diagnostic qu'on cherche à faire depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a eu la citation que vous faisiez de George Soros, et on cherche à savoir quel est le diagnostic. Pourquoi la laïcité, finalement, est-elle à ce point attaquée et représente-t-elle à ce point un danger, apparemment, pour certains, une digue qu'il faudrait abattre? On l'a évoqué par l'aspect des communautés qui revendiquent un espace toujours plus important dans le débat public, une place toujours plus importante dans l'espace public, mais c'est aussi le phénomène marchand, libéral, qui essaie de s'insérer par ce biais-là. Tout à l'heure, je disais que la laïcité, c'est ce qui définit un principe d'organisation sociale et politique, mais c'est ce qui confère aussi à cette communauté politique la souveraineté. Et en attaquant la laïcité, on est en train de détruire le principe de souveraineté du corps politique, et c'est en ça que je disais tout à l'heure que nous autres élus sommes particulièrement interpellés par cela. Et c'est en attaquant cette souveraineté que détient le peuple en République que finalement certains marchands y trouvent quelques intérêts. Et quand je dis des marchands, ben, ça peut prendre toutes les formes. Et M. Soros est bien planté pour avoir quelques amis en la matière. Mais M. Lemoine, pour revenir sur ce que vous disiez, ça me surprend parce que, en gros, vous êtes assez partisan d'adjoindre à côté de laïcité, si j'ai bien compris, le terme de tolérance ou de mesure. Parce que si j'ai bien compris, vous me dites, lorsque la laïcité s'exprime sur un certain nombre de questions avec fermeté, elle augmente
les tendances communautaristes qui peuvent exister de l'autre côté. Donc ça veut dire que la laïcité porterait la responsabilité ? Le phénomène, je l'observe. Je n'en tire pas les conséquences et les conclusions que vous semblez vouloir avoir plus de tolérance ou autre. Mais l'exclusion de la transcendance uniquement dans la sphère privée, à l'exclusion de toute expression possible dans la sphère publique, on bande un ressort qui, lorsqu'il craquera, je dirais, sera très difficile à contenir. Parce que, je dirais, la puissance de la transcendance dans la motivation d'un homme ou d'une femme est 100 fois supérieure, je dirais, à des motivations intellectuelles ou autres. Et donc, je dis, où est-ce qu'on retrouve ce lieu où, je dirais, la foi peut passer au crible de la raison, et la raison, je dirais, essayer de se dilater à la dimension de la foi. Mais c'est un double échange. Mais si, je dirais, cet échange, comme dans un échangeur de chaleur, ne se fait pas, eh bien, on a un point d'incandescence à un endroit, une fixité, une rigidité à l'autre, et on est sur une tension. Donc, j'essaie de trouver le lieu. Et pour moi, la laïcité telle qu'elle a été apportée, pour le coup, parce que pour moi c'est une notion catholique, la laïcité, c'est pas 1905 qui l'a inventée. 1905 a rendu sa liberté à l'Église catholique qui avait été mise sous tutelle par Napoléon. Donc je dirais, pour moi, ça me va très bien. Alors, voilà. Avant de donner la parole à Fathia Boujalad, juste un mot, et à Jean-Marc Schiappa, juste un mot. Pour vous, le lieu en question, est-ce qu'il n'est pas résumé? Est-ce qu'il ne devrait pas être résumé? J'essaie, si vous voulez, de trouver une réponse. Je comprends bien votre interrogation. J'essaie de trouver un élément de réponse. En réalité, affirmer que la foi et que la religion est une affaire privée et n'a pas empiété sur la sphère publique. C'est pas bon, ça? C'est pas possible. Pourquoi? Écoutez, prenez des exemples très concrets. Est-ce que la foi vous permet de dire que toute vie naissante est une vie humaine? La loi dit autre chose. C'est la question de l'avortement. Il y a la liberté de conscience. Et donc, il vient réguler, à un moment donné, pour dire, eh ben, écoutez, le droit positif dit, votre conscience dit, et la liberté de conscience permet. Il y a un moment donné où l'application de la loi rentre en contradiction avec la liberté de conscience des uns et des autres qui doivent s'y soumettre. Alors, c'est là qu'effectivement, certains peuvent dire, bah, effectivement, et ne portent pas violence au droit positif et se soumettent ou se démettent, ou en tout cas, ou subissent les foudres de la loi, sauf que la liberté de conscience vient permettre à ce qu'un médecin reste médecin et il a la possibilité de ne pas commettre un certain nombre d'actes. La liberté de conscience avait été demandée par les maires au moment de la loi Taubira. Elle ne leur a pas été accordée. Je suis actuellement à la CEDH pour justement faire reconnaître la liberté de conscience sur un acte qui engage la conscience d'un maire. Ça n'empêche pas le droit positif de bénéficier aux demandeurs du dit mariage pour tous, mais ça permet à un élu qui, en conscience, ne veut pas le faire, etc. Donc c'était un mode de régulation. Mais voilà. Ce lieu, je n'ai pas trouvé la solution, mais je constate, je dirais, comment les choses s'écartent, comment elles se raidissent, comment elles se tendent, et à un moment donné, quand ça part comment? Et je ne suis pas sûr que ça parte très, très doucement. Alors, Fathia Boujalad, rapidement, les amis, s'il vous plaît, parce que sinon, on va exploser le compteur. Fathia et ensuite Jean-Marc. Juste deux choses. Dire que la laïcité a une matrice chrétienne, vous allez dans le sens de Marcel Gauchet, mais aussi des islamistes qui disent que de toute façon, l'islam est rétif, hermétique à la laïcité. Donc vous leur servez la soupe, et ça insupportable. Et renvoyer, comme vous le faites, le laïcisme, encore une fois, au fondamentalisme, c'est indécent. Vous avez été blessé, il est blessant, hein. Il est assez imbuvable, je le reconnais comme vous. Mais vous n'êtes pas là en tant que chrétien, vous êtes là en tant que maire qui a été élu et qui doit représenter tous les citoyens. Et il n'y a pas de semi-citoyens, y compris les minorités sexuelles. Votre obsession, c'est d'être élu et après d'être réélu. Le maire de Toulouse qui explique que ses deux adjoints sont allés à Lourdes avec leur écharpe, en disant qu'il n'y a pas de souci parce que la laïcité, ça n'a des problèmes qu'avec l'islam et pas du tout avec la chrétienté. On a encore un vrai souci. Moi, je tiens juste à vous dire, j'aimerais que vous voyiez en moi votre compatriote et pas le morceau d'un gâteau électoral, et que la laïcité que vous semblez fustiger comme permettant la radicalisation ou de la nourrissant ou la provoquant, c'est ce qui a fait de moi votre égal en droit, en devoir, en dignité, c'est ce qui a fait de moi une citoyenne qui sait faire son métier de citoyen. Jean-Marc. Bon, après avoir été inélégant, je suis imbuvable. Laissez-moi quand même, pour parler comme Baudelaire, l'aristocratique plaisir de déplaire, parce que si tout le monde doit plaire à tout le monde, la discussion va être pour le moins aseptisée. C'est en passant. Je n'ai peut-être pas bien compris. Hein. J'ai cru comprendre que la transcendance serait menacée ou serait interdite d'expression publique, ou d'expression collective. Les messes sont-elles interdites? L'expression religieuse, les expressions religieuses sont-elles interdites ou menacées dans ce pays? Pas à ma connaissance. C'est privé, ça. Pardon? Ce n'est pas public, c'est privé.
Ça se voit. C'est privé, dit M. Lemoine. Bien sûr que non, l'expression, elle est publique. Elle se voit de la rue, si c'est ça le public. Dans l'expression publique, c'est en quoi... Ah, la gérance, vous voulez dire? Ah ben vous l'appelez comme vous voulez, cher monsieur. D'accord, ok, non, c'est bon. Mais je pense qu'il peut y avoir des fondamentaux dans la conscience de l'homme qui, vis-à-vis du droit positif, posent question. Oui. J'en ai cité quelques-uns. Donc vous voulez l'ingérence des religions dans le sphère public. D'accord, merci. J'ai compris. Je veux au moins pouvoir exposer la chose. Je peux être minoritaire au regard du vote de la loi. Je peux être obligé de me démettre d'un certain nombre de fonctions ou éventuellement de subir les foudres de la justice si effectivement ma conscience est plus forte que l'obligation qui m'est faite, mais je veux pouvoir au moins exprimer ça. Mais a priori dire ceci est de l'ingérence et n'a pas le droit de citer, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Poursuivons. Donc, que pensez-vous de l'interdiction qui a été faite à l'Assemblée nationale du port de tout signe religieux ostensible par les députés dans l'hémicycle? Ça a été voté, et je dois dire que ça a été pris de façon assez différenciée, d'ailleurs, dans l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que c'était un vote important? La question qu'on peut se poser, est-ce que toutes les religions, à travers les signes ostentatoires, veulent dire la même chose? Est-ce qu'on a le droit de regarder cas par cas et de passer au crible de la raison ce que chacun des signes peut éventuellement dire ou ne pas dire? Mettre tout le monde sur le même pied d'égalité peut créer éventuellement un malaise. En tout cas, intellectuellement, je ne vois pas la démarche. Et je pense qu'il y a certains signes qui peuvent être plus ou moins forts, plus ou moins contestables, ou en tout cas desquels on peut dire, bah, écoutez, sur l'espace public, non, dans l'espace privé, oui. Maintenant, c'est toute la... Voilà. Oui, oui. Je suis... la difficulté, effectivement, l'irruption, je dirais, d'un islam politique dans le paysage français, notamment, vient effectivement parce que tout se vaut, tout s'équivaut et que l'État ne reconnaît rien, et donc ne reconnaissant rien, tout est rien ou tout est la même chose, eh bien on arrive à des injustices, me semble-t-il. Voilà. Alors, plusieurs points, je crois que vous êtes au Parti chrétien-démocrate. Je l'étais, je l'assume. Enfin, on va pas répéter là-dessus, oui, je l'assume. Il y a un syndicat qui est à la CFTC. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi discriminer à ce point les musulmans dès lors qu'ils entrent dans l'espace public et qu'ils prennent parole? Moi, ça me pose un vrai problème. Pourquoi cette fixation? Pourquoi est-ce qu'il y aurait une francité à plusieurs vitesses entre un Français de confession musulmane, chrétienne, ou athée? Enfin, je sais pas, manifestement, enfin, on a un problème et on en revient toujours à dire oui, mais il y a un problème avec ces signes-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le degré d'ostentation que j'abordais tout à l'heure, on ne l'a toujours pas mesuré. Quand Valérie Boyer est à l'Assemblée avec une belle croix, cette croix, elle est ostentatoire ou pas? Mais même c'est je vous pose une question. Elle est ostentatoire? J'accepte qu'elle puisse l'être, comme ça on va simplifier le débat, on ne va pas ergoter là-dessus. Mais est-ce que la signification de cette croix a la même signification éventuellement qu'une burqa? Vous allez un petit peu loin. Mais non, mais c'est pour me faire comprendre. La burqa, et donc, à un moment donné, peut-on... Il y a une loi qui interdit le port de la burqa. Ce que demande seulement, c'est qu'on puisse et cette loi n'est pas en rapport avec la loi de 1905. Et voir effectivement si tout s'équivaut et tout se vaut. C'est un raccourci habile de votre part, mais rapporter la burqa à la croix de Valérie Boyer, c'est un petit peu caricatural, j'ai envie de dire. Prenez autre chose. Il y a bien d'autres sujets. Pour prendre le sujet plus largement, il y a quand même, je crois, quelque chose qu'il faudrait clarifier aussi entre nous. On dit espace public, espace privé. Moi, je ne raisonne pas en ces termes. Il y a un espace public, mais l'espace public est défini par deux choses. Il est défini par la sphère de l'autorité politique et par la sphère de l'espace de constitution des libertés, notamment les services publics, les services sociaux. Ça, pour moi, c'est l'espace public. Le reste, c'est l'espace de la société civile. Déjà, si on faisait cette distinction, elle réglerait bien des problèmes sur la façon dont on doit traiter les choses. Après, sur le fait de dire est-ce qu'une religion, est-ce qu'un signe religieux est plus ostentatoire qu'un autre, voilà à quoi nous conduit le fait de reconnaître à un moment donné et de mettre sur un pied d'égalité les différentes religions et de dire finalement tout se vaut et il faudrait accorder ci ou ça et à commencer à regarder dans les détails. Non, en France, il y a la loi républicaine qui est commune à tous et qui s'applique. Et c'est en cela qu'il y a une hiérarchisation entre la morale qui est individuelle, et je reprends Maximilien Robespierre si je ne m'abuse, qui était évoqué par monsieur tout à l'heure, et la vertu qui, elle, est l'amour de la patrie et de ses lois. Le Vendéen que je suis
Une amitié toute relative. Je sens que le débat va durer. Notre ami Robespierre, mais c'est un autre débat, j'en conviens. D'accord. Pour revenir à la politique de l'État, qu'est-ce que vous pensez, vous, politique, du discours d'Emmanuel Macron Bernardin, où il propose de réparer le lien entre l'Église et l'État? C'est du marketing politique, pour moi, et c'est d'autant plus du marketing politique qu'il dit aux chrétiens, apportez tout ce que vous pouvez apporter dans les services concrets, matériels que vous êtes en capacité de développer en faveur et en direction de la société, mais ne nous emmerdez pas avec vos principes. Mais est-ce qu'il n'y a pas en germe une attaque contre la loi de 1905? J'essaye de vous dire que je vous aime. Rapportez-moi tout ce que vous pouvez me rapporter, parce qu'il y a un savoir-faire chrétien, voilà, de générosité, de disponibilité. On n'a pas le monopole, loin de là, c'est pas ce que je veux dire. Je préfère anticiper les objections. Non, mais je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. Voilà. Mais surtout, ne nous emmerdez pas avec les principes. C'est totalement irrespectueux, c'est totalement marketing. Et donc, on peut être blessé de cela. C'est grossier, c'est blessant, c'est offensant. Tout simplement parce que, en France, tout simplement parce que... Non, pas ce que vous venez de dire. Je crois qu'il est d'accord avec vous. Ce qu'a dit monsieur Macron, tout simplement parce qu'en France, il y a des croyants avec différentes religions, et puis il y a des athées, des agnostiques, des libres penseurs. Mais... On a toute cette diversité-là. Et à un moment donné, venir faire du marketing politique en venant imposer une primauté historique et structurelle au sein de la société, comme il l'a fait lors du discours au Bernardin, c'est tout simplement détruire et faire passer un premier postulat lié aux questions spirituelles avant la question politique. Et ça, c'est contraire à la tradition républicaine française. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus grave, qui est en fait en germe une remise en cause de la loi de 1905? Mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. Parce que si vous voulez, je veux bien qu'il y ait des gens blessés. Bon, c'est embêtant pour eux. C'est embêtant que qui que ce soit blessé. Mais à la limite, je veux dire, c'est individuel. Je dirais pas que c'est secondaire, c'est très embêtant. Mais ça n'engage pas, ça n'est pas une valeur universelle. Je pense que les lois de bioéthique qui sont en préparation et dont l'actualité s'est emparée encore tous ces jours derniers, va montrer à l'évidence qu'il n'y a pas de rupture de dogme et au contraire que ce que peuvent penser, je dirais, ce que pense l'Église catholique sur un certain nombre de sujets ne sera absolument pas entendu et sera même totalement combattu. Bon, donc je dirais la rupture de la loi 1905 à partir de la déclaration du président de la République, je n'y crois pas un seul instant. Puisque je dirais, il est définitivement acquis pour le président de la République et pour un certain nombre de cercles de pensée que de toute manière, ces questions-là sont tranchées et que je dirais la morale n'est plus reçue, je dirais, de la recherche de la raison, de la vérité, mais que c'est l'homme, en fonction de ses possibilités, des opportunités que la technique lui donne, peut maintenant fabriquer et faire. Monsieur Lemoine, la messe est dite, hein, pardonnez-moi le terme, mais... Je vous entends bien, mais la messe est dite, mais elle est peut-être dite qu'à moitié, parce que, regardez bien, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un discours vis-à-vis de l'Église catholique du genre, votre position sur la PMA, sur la GPA, c'est ce que c'est, j'en ai rien à faire, je me suis engagé électoralement, et puis pour les bobos qui votent pour moi, ça paye, donc je vais faire passer la PMA, et après on verra pour la GPA peut-être bien, donc ça, il envoie balader l'Église catholique, mais par contre, sur l'organisation sociale de la société, sur le corps politique qu'est la société, une remise en cause de la loi de 1905 en profondeur. C'est ça le danger, non? Enfin, je sais pas. Si c'est pour préparer la réorganisation du culte musulman et ouvrir, effectivement, alors si c'est effectivement un jeu préparatoire je vais y venir. On peut effectivement avoir cette lecture-là, y compris du discours des Bernardins, je suis d'accord, mais pas au titre... mais au moment même où il y avait le discours des Bernardins, son lieutenant Aurélien Touché montait au créneau sur la question de la laïcité pour dire qu'il fallait respecter bien sûr toute la loi de 1905 et en commençant par dire immédiatement qu'il fallait revoir le financement des lieux de culte, qui est quand même l'un des points clés de la loi de 1905 aujourd'hui. Si vous voulez, justement, pour revenir à l'islam, sur le lien qu'il peut y avoir, en réalité, l'islam, avec le projet que demande Emmanuel Macron à son copain banquier Hakim El Karaoui, que je connais et à qui j'ai plusieurs fois discuté sur ces propositions. Est-ce qu'il n'y a pas derrière la volonté de mise en place d'un statut concordataire, donc la violation pure et simple de la loi de 1905 concernant l'islam? Est-ce que c'est pas vers ça qu'ils veulent nous diriger? Parce que je dirais, ça fait 20 ans que l'on nous dit que la communauté musulmane est incapable en France de payer ses propres lieux de culte. Moi, je vais vous prendre, et je l'ai déjà dit publiquement, et je le redis ici, la mosquée qui est en cours de construction sur la ville de Montfermeil a été payée 3, 4 ou 5 fois. Par les fidèles. Bon. Et que, effectivement, l'État a sans doute manqué de vigilance et d'exigence vis-à-vis de ces associations cultuelles qui ont détourné des millions et des millions et qui ont saigné à blanc des fidèles au motif de la foi. Voilà. Et que
pour construire les mosquées, il n'y a aucun souci si les choses avaient été correctement faites et honnêtement faites. Donc on ne va pas prendre, je dirais, un état d'inorganisation, voire de duplicité de la part de certains et un laxisme de la part de l'État pour aller changer la loi. Les choses, très simplement, peuvent être rectifiées. Mais il y a peut-être d'autres enjeux, et c'est sûr qu'effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui fait ou défait les élections, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler abusivement, j'accepte, le vote musulman. Et par exemple, la loi Taubira a fait perdre un certain nombre de municipalités qui sont passées à droite facilement. La communauté musulmane n'est pas venue voter en 2014. Elle a été scandalisée par deux choses, la loi Taubira et la théorie du genre enseignée à l'école. Et Farida Belgoul a eu dans nos quartiers un succès immense. Bon. Et donc, pour dire que ça n'existe pas, qu'elle n'a jamais été enseignée à l'école, contrairement à ce que dit Bruno Béchizat, tout comme la masturbation, la pornographie. Bon, on n'a pas les mêmes sources et les mêmes... effectivement, pardon, je suis enseignante et ma source, moi, c'est le bulletin officiel. Voilà, c'est l'État. Je sais ce qui s'est passé dans certaines écoles. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, rapidement, le préfet y a mis bon ordre. Le préfet y a mis bon ordre. Mais, et ces enjeux sont extrêmement importants. Regardez là, pour les annonces de Marianne Schiappa sur l'éducation sexuelle à l'école, on a vu pendant les vacances les réseaux sociaux extrêmement mobilisés sur cette question-là. Et j'ai interpellé le recteur, j'ai interpellé le préfet à l'égalité des chances en disant ne recommencez pas la bêtise que vous avez eue avec la théorie du genre. Bon, donc à un moment donné, il y a peut-être aussi d'autres considérations au regard d'une discipline de vote qui peut aller dans un sens ou dans un autre. Rapidement, avant que je vous pose une dernière question. Sur la forme concordataire qui était évoquée tout à l'heure, on aurait tort de ne pas mesurer le risque qu'il y aurait à ce que celle-ci se généralise. Je crois qu'on a commencé l'émission par quelques images qui nous montraient ce qui se passe toujours en Alsace-Moselle et par les demandes qui sont faites, notamment par la France insoumise, d'abrogation du concordat en Alsace-Moselle. Mais on en est au stade aujourd'hui, où dans ces départements-là, au nom justement de cette neutralité ou d'égalité des religions, ça dépend comment on le prend, d'étendre cette forme concordataire aux autres religions. C'est ça aujourd'hui qui est dans les tuyaux et qui est la tentation. Et finalement, l'Alsace-Moselle ne serait jamais que le laboratoire de ce qui nous serait promis pour la suite. Juste pour résumer, pour que tout le monde comprenne bien, forme concordataire, ça veut dire faire payer le culte et les employés du culte, si je puis dire, par les fonds publics et par l'impôt. Bien. Donc, écoutez, messieurs, pour conclure, je vais vous soumettre un certain nombre de propositions qui pourraient être, peut-être, des positions cohérentes de l'État sur la question de la laïcité. Je vous propose non pas de réagir sur chacune, juste de réagir si vous considérez, vous me coupez la parole, si vous considérez qu'à un moment donné, je suis complètement à côté de la plaque. Alors, que dire des mesures suivantes donc qui seraient prises par l'État ? 1. Garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles devant la loi. Pas par principe. Si ma conviction spirituelle, c'est que dès que je trouve quelqu'un qui me plaît pas, je peux l'égorger. Enfin, on va pas prendre ça, mais je peux lui dire merde ou je sais pas trop quoi au regard de ma conviction. À un moment donné, non, mais c'est ça. Mais c'est contraire à la loi. Et oui, c'est contraire à la loi. Enfin, tout ne se vaut pas, tout ne s'équivaut pas. Et je demande à ce que les articles de foi soient passés au crible de la raison. C'est pas insensé. Et là, je dirais, il y a possibilité d'apporter des nuances. Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions. Je sais pas comment ça vous va ? Ça me va, mais je ne sais pas comment on fait. Non, mais attendez, il faut d'abord avoir des positions. Puis après, les mains dans le cambouis, j'aime bien quand il y aura des gens quelque chose, savoir que j'ai les moyens de le faire. Dans tous les cas, sur le principe, c'est bon. Sur le principe, oui. Après, je ne sais pas comment on fait. Refuser le statut d'association culturelle aux mosquées et imposer le cultuel pour permettre le contrôle de l'État. Il faut d'abord savoir qu'une mosquée, c'est à la fois un lieu de culte, un parlement, un tribunal et une mairie. C'est ça, réellement. Bon, et ça n'a rien d'infamant en disant ça. Non, mais d'accord, mais en même temps... Comment ? Si. Tribunal, je découvre. Également. Mais si, les jugements islamiques, ils se rendent dans les mosquées. Et donc, il y a des condamnations. Les questions des héritages, les questions matrimoniales sont réglées dans certaines mosquées. Je ne dis pas pour tout le monde, etc. Absolument. En France ? Absolument pas. En France ? Absolument pas. Mais oui, mais si. Ah non. Bon, écoutez. Non, c'est la loi qui prévaut. Je ne suis pas dans le fantasme, je suis dans la réalité. Je n'ai pas dit partout et je n'ai pas dit systématiquement. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne va pas ergoter. C'est absolument faux. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une énorme hypocrisie aujourd'hui entre la confusion entre le cultuel et le culturel. Voilà, c'est à ça que je veux en venir. Il faut rompre avec ça. Il faut arrêter de financer l'église d'Evry avec une partie culturelle à côté. Il faut arrêter de faire la même chose à Créteil, il faut arrêter de faire la même chose partout. Ce qui est cultuel et cultuel. Au nom de cela, on met le bazar dans les esprits. Nous sommes d'accord. On crée la confusion qui derrière dégénère. C'est à ça que je voulais en venir. Refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux, des activités cultuelles et des établissements confessionnels.
C'est déjà la loi en principe. Les édifices religieux qui sont construits avant 1905 Non, mais sont encore à la charge de l'État. Ils sont déjà construits. Exact. Oui. Oui, mais ils sont à la charge de l'État, il a raison. Ils ont été confisqués. Oui, enfin bon. Ils appartiennent à l'État. Formellement, historiquement, ils ont été confisqués. Ils Donc, appartiennent à l'État. Et pour ceux à venir, vous êtes d'accord avec ceux à venir, ce type depuis 1905, je dirais, les catholiques ont construit tous les autres lieux de culte, et tous les autres cultes ont construit leurs propres monuments tout seuls. Et Depuis pour les mosquées, 1905. alors, comment on fait? Mais les fidèles sont en capacité, très honnêtement, si les choses étaient organisées correctement, d'y pourvoir sans aucune difficulté. D'accord. À condition qu'on leur accorde des permis de construire pour pouvoir construire des lieux de culte dignes, pour arrêter avec l'islam des caves. Parce que c'est là où se développe l'obscurantisme. Parce que lorsque les personnes se radicalisent, ils ne se radicalisent pas à la crains mosquée. plus Internet que les Ils se caves, radicalisent mais bon. lorsqu'ils vont sur YouTube et qu'ils regardent des vidéos. Parce que justement, on dit l'islam n'a rien à voir. L'islam a tout à voir. Elle a le devoir justement, les mosquées ont le devoir justement d'expliquer aux fidèles ce qui est du culte. Ce qu'il est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire. Lorsqu'une personne se donne la mort en commettant un attentat, c'est totalement proscrit en islam. Donc le religieux a sa mission, il a le devoir d'expliquer le culte aux fidèles. 2-3 suggestions encore, et après j'en aurai terminé. Refuser de rencontrer d'État à État, ce qui oblige nos ministres femmes à porter des accoutrements contraires à la dignité républicaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Sous le quinquennat précédent. Ce qui permettrait de clarifier un certain nombre de relations avec d'autres. Il y a des pays qui, effectivement... Le Vatican n'étant pas un État, ça pose le problème ipso facto. ça règle le problème est ipso également un facto. État. Eh bien sûr que non. Mais si, ça. il est deux à la fois. Qu'en pensez-vous? Une proposition telle que celle-là? Le Vatican qui était en cause. Non, mais je sais que, enfin, si on regarde la manière dont les épouses de présidents dans les pays islamiques, notamment l'Arabie Saoudite, se comportent, il y a d'autres pays européens qui ont pris de toutes autres options et où l'épouse est allée nu-tête là où elle devait aller. Donc, sans menti non plus. Et sans mentir. Oui, bah si. Bon, tant qu'on y est, Oui, enfin. on vire le voile, on vire la mentille, quoi. Ah, ça dépend si. Oui, on peut jouer le. Voilà, on peut jouer les deux. C'est un État. puisque- Suggestion suivante. Si vous voulez. Interdire la présence de ministres et préfets On va m'emmerder là-dessus. aux cérémonies religieuses et refuser le titre de chanoine de Latran pour le président de la République. Pour moi, sans conteste, vu que c'est dans le programme de l'avenir en commun, que ça fait partie des mesures que Qu'est-ce que nous vous en préconisons, pensez? donc je m'y retrouve pleinement. D'abord, il y a des raisons historiques qu'il faudrait rappeler. Ce serait trop long ici. Bon, voilà. Enfin, la France, elle a commencé, ou certains pour Vercingétorix, d'autres à Clovis, mais de toute façon, elle a commencé il y a quand même plus de 1500 ans. Bon, il y a toute une histoire où le rôle de l'Église a été prépondérant et où effectivement, on a. mais aujourd'hui. D'accord. Mais Aujourd'hui, monsieur Lemoine, je ne donne pas d'histoire. Comment on s'adapte aujourd'hui à la situation dans laquelle on est? Monsieur Et Sarkozy et Macron, on n'est pas obligé d'aller chercher deuxièmement, en quoi est-ce forcément une rupture du principe de laïcité que d'être fait chanoine de Latran? Dites-le Aller moi. chercher le titre, ça a un sens, quand Les même. présidents ne sont pas allés. Oui, bien sûr. je sais. Aller chercher son titre a un sens. Sarkozy et Macron. C'est reconnaître effectivement la marque et la continuité d'une histoire qui fait Et la France. le lien, et donc c'est peut-être en relation. Le lien n'est pas une subordination, et quand tout à l'heure... Le lien n'est pas une subordination, et quand tout à l'heure j'indiquais que la laïcité est, me semble-t-il, le lieu de discussion entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, eh bien je ne vois pas qu'il y ait rupture du principe de laïcité. Mais on peut diverger dessus. Mais Dernière je vous dis mon point de suggestion, vue. réserver l'argent public au financement de l'école publique, c'est-à-dire abrogation de la loi Carle notamment. Mais je pense que, d'abord, l'État vient en aide auxiliaire aux parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant. Donc ça ne me dérange pas qu'il y ait une part de mon impôt qui puisse aller aux écoles que je peux faire moi pour mes enfants. Mais aujourd'hui, on est dans un piège par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a le développement des écoles coraniques qui pose un souci, parce que je signale que dans les écoles catholiques, l'enseignement, je dirais, des matières profanes, elle se fait comme dans l'école publique, et qu'il y a à côté le catéchisme, etc. Qu'il y ait Attendez. Hors contrat, monsieur Mais le maire, pareil, pas mais dans les pareil. écoles On parle de 9 à 12 milliards d'euros d'écoles Mais privées. pareil. Ils sont à 95% issus de l'enseignement catholique. Voilà ce dont on parle. On n'est pas en train de parler de l'enseignement coranique. On parle d'un détournement annuel entre 9 non, c'est pas et des 12 détournements. milliards, Mais non. entre 9 et 12 milliards d'euros d'argent public qui est détourné au profit de l'enseignement privé. Qu'il y ait un enseignement privé dans ce pays, cela ne me gêne aucunement. Mais dans ce cas-là, celles et ceux qui font le choix
de mettre leur enfant dans l'enseignement privé, alors qu'à côté, il y a le système qui est ouvert à tous, eh bien, ceux-là assument ce choix, y compris financièrement. Si les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, je dirais, je n'ai pas à payer 2 fois, une fois pour une école dite publique et une fois pour le choix que je veux faire pour mes enfants. Donc à ce moment-là, que l'impôt permette, alors qu'on défalque de la part des impôts des parents et que je puisse l'attribuer de la même manière. Soit l'enfant appartient à l'État, soit je dirais ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Voilà. Non, l'enfant, vous passez avec l'ensemble de la communauté politique. Mais bon, on ne sera pas d'accord. Voilà, c'est intéressant, ça fait apparaître la responsabilité. C'est pas être La d'accord. responsabilité de L'enfant mettre au n'est monde pas des un enfants. bien meuble. Il C'est est pas un placé bien sous meuble. l'autorité des parents. Il n'appartient ni à l'État ni à ses parents. Et ce Les ne sont pas parents des ont écoles une- coraniques, ce sont des écoles islamiques. Il faudrait faire la différence, monsieur Lemoine. La subtilité, vous me l'apporterez. La subtilité, elle Oui. est quand même très Messieurs, importante par rapport des aux exemples. Mesdames, on va clore. Oui. On va clore. Je voulais vous remercier Je vous en d'abord prie. pour avoir participé à cette émission. C'est bien passé? Intéressant? Merci. Ça s'est bien passé? Mais je vous remercie. Tout va bien? Très bien. Ça se dire, mais c'est très intéressant. Très bien. Eh bien, c'est moi qui... On n'a pas fini avec ces questions-là. mais, C'est moi qui vous remercie. Je remercie les socios qui ont été présents et qui sont présents et qui seront présents devant leur ordinateur pour regarder cette émission, pour la faire connaître. À bientôt.